y a une vingtaine de jours, l'Est de la France croulait sous les trompes d'eau. Les inondations ont à nouveau frappé le Doubs, les Vosges et la Meurthe-et-Moselle. Il va falloir tout refaire. Tout recommencer. Parmi les catastrophes naturelles qui s'abattent régulièrement sur notre pays, les inondations sont sans doute les plus destructrices. Il ne se passe pas une année sans que les eaux envahissent villes ou villages, avec des bilans parfois très lourds. J'ai vu la mort de près. Dans le Vaucluse, en 1992, elles emportent tout sur leur passage, causant 47 morts. Dans le Gard, en 2002, elles tuent 23 personnes. La liste est longue, aucune région n'est épargnée et la facture est salée. Les inondations nous coûtent en moyenne 250 millions d'euros chaque année. Et s'il est très difficile de lutter contre ce phénomène, c'est qu'il prend de multiples formes. La première, c'est l'inondation due à une très forte marée. C'est ce qui s'est passé le 13 décembre 2000 à Quimperlé dans le Finistère. Et de Bayonne à Calais, presque toutes les villes de la côte ouest ont été touchées. Lors de ces marées exceptionnelles, les vagues remontent les cours d'eau qui débordent rapidement. Et si vous ajoutez à cela de fortes précipitations, le désastre est complet. Le deuxième type d'inondation est dû à ce que les météorologues appellent l'effet Cévenol. Il touche toute la côte méditerranéenne, de Naples à Nice, en passant par Marseille, mais aussi des villes pourtant plus loin dans les terres, comme Nîmes ou la tristement célèbre Vaison-la-Romaine. Voilà ce qui provoque l'effet Cévenol. En automne, l'eau chaude de la Méditerranée s'évapore. Cet air chaud et humide arrive sur la côte, prend de l'altitude et se refroidit, ce qui crée de gros nuages. Ces nuages sont alors bloqués par le relief. Ils finissent par se vider, provoquant des trompes d'eau pendant plusieurs heures. Cet habitant de l'Aude, sinistré en 1999, en sait quelque chose. Les inondations frappent sa maison depuis plusieurs générations. C'est mon arrière-grand-père qui a marqué ici, 1876. Le grand-père a marqué ici, 1914. Et puis alors, 2,80 m. Voici la carte des risques d'inondation de la région Provence-Côte d'Azur. Plus le bleu est foncé, plus les risques sont grands. Au premier coup d'œil, le constat s'impose, très peu d'endroits sont épargnés. Malheureusement, au niveau national, c'est à peine mieux. Les inondations frappent partout. Une commune sur 3 est concernée. Même loin des côtes, comme il y a quelques jours dans l'est de la France, ou presque tous les ans dans la Somme. Pour exemple, en 2001, dans ce département, plus de 1000 personnes ont été déplacées et 3000 maisons avaient été endommagées. Oh là là. Tout est mort. Il faut refaire la maison complète, quoi. C'est le troisième type d'inondation, l'inondation de plaine. Quand les nappes phréatiques gorgées d'eau ne peuvent plus absorber les fortes pluies, les fleuves et les rivières entrent en crue. Voici les 3 principales causes d'inondations dans notre pays. Des inondations qui s'avèrent de plus en plus destructrices à cause de l'urbanisation sans précédent qu'a connue le XXe siècle. En temps normal, une rivière coule dans son lit mineur. Autour de ce lit se trouvent des zones planes qui lui permettent de déborder en cas de crue. Auparavant, on ne construisait pas dans ces zones inondables. Mais malheureusement, nous avons changé nos habitudes, mettant en danger nos biens et surtout nos vies. Mais la pire des catastrophes pourrait bien être à venir et menacer Paris. Déjà, en janvier 1910, la capitale a été victime d'une crue sans précédent. Pendant 2 mois, la Seine va déborder et paralyser la région parisienne. À Paris même, 10 000 appartements sont évacués et l'on craint de voir s'effondrer la Tour Eiffel. En banlieue, il y a plus de 100 000 sinistrés. Les transports en commun et l'électricité ne fonctionnent plus. Il faut même créer des soupes populaires. Depuis lors, des bassins de rétention d'eau et des barrages ont été créés pour limiter les risques. Mais malgré ces précautions, presque chaque année, c'est la même histoire. La Seine monte jusqu'à recouvrir les voies sur berge de Paris et en banlieue, c'est encore pire. Dans ce quartier de Villeneuve-Saint-Georges, à 17 km de la capitale, certains habitants songent à partir. C'est trouver un acheteur. Ouais, vous pas ça nous le Parce dire. qu'avec l'eau, les acheteurs, il n'y en a pas. Un constat s'impose, les mesures prises jusqu'alors sont insuffisantes. Pour preuve, voici la carte des risques d'inondation de Paris aujourd'hui. En cas de crue exceptionnelle, la Seine déborderait sur près de 2 km. La gare Saint-Lazare se retrouverait les pieds dans l'eau.
Une tragédie économique, mais surtout humaine, qui menace Paris sans que personne ne puisse prévoir ni quand, ni comment elle aura lieu. Vascan Andrassian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des inondations au Sémagref. Alors, première question, une inondation comme celle de 1910 à Paris est-elle vraiment possible ? Oui, si elle s'est déjà produite, elle était possible en 1910, elle était possible l'an dernier, elle est possible cette année, elle sera possible l'an prochain. Avec des conséquences aussi catastrophiques qu'en 1910 ? Oui, bon, bien sûr, la crue de 1910, elle était très intense, elle est donc, on l'estime rare, mais sa probabilité n'est pas nulle. Mais j'imagine qu'aujourd'hui, avec nos réseaux souterrains, nos métros, la distribution électrique, ces conséquences seraient terribles. Oui, elles seraient terribles. Mais il faut dire qu'en 1910, le métro existait déjà. Et d'ailleurs, c'était le métro en construction qui avait amené l'eau jusqu'à la gare Saint-Lazare. Et est-ce qu'aujourd'hui le métro est à l'abri ? Est-ce qu'il est étanche ? Ou est-ce que les mêmes causes produisant les mêmes effets, on aurait à nouveau le métro noyé ? Non, c'est impossible de rendre le métro étanche. Je pense qu'il y a eu des études de fait, c'est impossible. De toute façon, l'eau, elle débordera, elle rentrera par les galeries. Et puis elle se propagera dans tout le tunnel, tous les tunnels. Alors je voudrais qu'on revoie quand même cette carte parce qu'elle est extrêmement impressionnante. C'est une carte officielle des zones inondables de Paris, si on peut nous l'afficher. Là voilà, donc on voit très bien la Seine-Ange donc qui traverse la commune de Paris. On voit ces zones en bleu qui remontent effectivement très loin vers le nord, hein, c'est l'endroit de la gare Saint-Lazare. Il y a des bâtiments, il y a le Louvre, il y a la mairie de Paris, il y a des bâtiments extrêmement importants. On a construit Paris vraiment dans une zone inondable, par définition. On a construit Paris dans une zone inondable, mais on l'a construit parce que l'eau, à l'époque, ça procurait une défense contre les invasions. On a construit Paris sur la cité, au milieu, dans une zone extrêmement inondable, tout simplement parce qu'on préférait les crues aux invasions. Est-ce qu'il y a un risque aussi humain en cas de crue de Paris, à votre avis ? Il y a toujours un risque humain, mais la Seine, elle monte lentement. Elle est montée lentement en 1910. Hein, lentement, ça veut dire quoi ? C'est quelques heures, quelques jours ? Oh non, c'est en plusieurs jours. En plusieurs jours. Donc on a le temps de voir venir. On a le temps de voir venir. On pense que le débit de la Seine à Paris, il est prévisible à environ 3 jours. 3 jours sans prévision de pluie. Et si on arrive à faire des prévisions de pluie à quelques jours, des prévisions de pluie quantitatives, eh bien on pourrait prévoir une crue de la Seine une semaine à l'avance. Qu'est-ce qu'il faut pour que Paris soit inondé ? Parce qu'on l'a dit quand même, depuis 1910, on a construit des gros barrages qui servent de réservoirs. Hein. Quand la Seine se met à couler beaucoup, on remplit ces réservoirs en se disant comme ça va éviter d'aller inonder Paris. Ça nous met pas à l'abri d'une crue comme celle-ci ? Ben alors, non, parce qu'en fait, les barrages, ils sont loin. Pour protéger Paris, il faudrait un grand barrage ou, disons plus écologiquement, une grande zone d'expansion des crues directement à l'amont de l'agglomération parisienne, le plus près possible pour que la zone intermédiaire, le bassin non contrôlé, soit le plus réduit possible. D'accord. Mais pour l'instant, ça n'existe pas. D'accord. Écoutez, c'est une vraie découverte. Aujourd'hui, Paris est à peu près aussi vulnérable qu'en 1910 à une crue. Alors, on va quitter Paris. On a vu que tout notre territoire, le sud-est, la façade atlantique, le nord de la France, la Somme par exemple, finalement, sont fréquemment sujets aux inondations. Est-ce qu'il y en a de plus en plus ? C'est un petit peu l'impression qu'on a quand on regarde le journal télévisé. Il n'y a pas d'évidence scientifique pour dire que les crues sont plus fréquentes aujourd'hui que par le passé. En fait, l'urbanisation des 50 dernières années, il y a des statistiques à ce sujet, elle a concerné pour une très grande partie des zones inondables, parce qu'on a cherché à avoir des terrains constructibles les moins chers possibles, des terrains où il était facile de construire, et naturellement, on est allé dans des zones plates sur le bord des rivières. Alors, j'aimerais avoir l'avis du prévisionniste de Météo France. Est-ce qu'on observe également, sur le moyen terme, de manière régulière, une modification du régime des pluies, avec par exemple plus de pluies violentes, comme ces fameux épisodes Cévenol dont on nous parle tous les automnes ? Non, on en a à peu près 3-4 par automne. Effectivement, on en a régulièrement, un tous les 5 ans qui est très violent, comme celui du Gard de 2002. Hein. Mais quand on regarde un petit peu les pluies les plus intenses qu'on n'ait jamais relevées depuis 150 ans, ça se passe, si ma mémoire est bonne, 1944 ou 1945 dans les Pyrénées-Orientales, avec plus de 1000 mm d'eau en l'espace de 24 heures. Alors là encore, même question. Ces épisodes Cévenol, vous nous dites aujourd'hui, ne sont pas ni plus violents, ni plus fréquents qu'autrefois ? C'est des phénomènes extrêmement violents, mais qui existent depuis longtemps. C'est pas des phénomènes nouveaux. Et effectivement, ils sont beaucoup plus médiatisés qu'avant pour tout un tas de raisons. Effectivement, tout d'abord, ça touche effectivement beaucoup plus de population, ça détruit beaucoup plus qu'avant, puisqu'effectivement il y a des maisons, il y a plus de maisons. On en voit de plus en plus dans les journaux télévisés, mais ça existe depuis très longtemps et ça fait régulièrement aussi des victimes. Il suffit de regarder les journaux des années 50, des années
années 60, il y en a toujours eu. Et ça va continuer. On a parlé tout à l'heure de Paris. Bien sûr, on a tous en tête ces grandes inondations du sud de la France, ou bien l'inondation de la Somme. Est-ce qu'il y a comme ça d'autres zones menacées, autres que Paris, qui n'ont pas connu de crues, d'inondations catastrophiques, mais à qui ça pourrait bien arriver un jour? En France, toutes les grandes rivières sont menacées par des crues. Le problème, ce qui choque le public, c'est que les crues arrivent de façon relativement aléatoire. C'est un peu comme si on jouait au dé. Quand on joue au dé, là, ça aujourd'hui, on aimerait bien nous dire, oui, il y aura une crue l'an prochain, il faut se préparer. Voilà. Et alors ça, on est absolument incapable de prévoir les crues à long terme, à moyen terme également. Les crues, on est capable de les prévoir vraiment à court terme. Alors court terme, ça veut dire quelques jours pour Paris, et on espère, avec les progrès de la météo et de la prévision météorologique, étendre ces quelques jours à peut-être près d'une semaine, mais on n'y est pas. Et puis, pour l'arc méditerranéen, c'est quelques heures. Ce que vous nous dites, non, il n'y a pas plus de crues qu'autrefois. Le changement majeur, c'est qu'on s'est mis à construire dans ces fameuses zones inondables. Est-ce qu'aujourd'hui, on commence à faire marche arrière en se disant, puisque c'est une zone inondable, on va arrêter de construire, on en entend de temps en temps parler, ou est-ce que c'est quelque chose de très marginal, hein? Moi, je pense que c'est très marginal. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des communes qui ont fait tout leur développement ces 40 dernières années dans des zones inondables. Comment revenir en arrière ? C'est quasiment impossible. Je veux dire, il faudrait racheter aux propriétaires toutes les maisons, les détruire. Dans la Somme, il y a des communes qui sont à 100% en zone inondable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déplacer la commune. Le problème, c'est que faire marche arrière, c'est quasiment impossible. Et ce qu'il faut, c'est essayer de se protéger contre les inondations les plus fréquentes. Et sinon, il faut essayer d'informer les gens qui seraient mis en danger par l'inondation. Pour l'instant, on ne peut pas dire en France que le dérèglement climatique qu'on observe par ailleurs à l'échelle de la planète engendre pour notre pays plus de catastrophes aujourd'hui dans les années à venir. On est bien d'accord ? Excepté la catastrophe de la canicule de 2003 tout de même. Excepté la catastrophe de la canicule de 2003. C'est une catastrophe tout de même, quoi. Là, ça par contre, effectivement, avec ces milliers de morts, malheureusement, ça on le relie directement au changement climatique aujourd'hui. Tout à fait, oui. Et ce que vous dites, ce que les climatologues disent, c'est qu'il risque d'y avoir donc de plus en plus de canicules à l'avenir. Voilà, c'est ce qu'on dit effectivement dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, on va avoir de plus en plus d'étés caniculaires et on estime qu'en 2070, un été sur deux sera comme 2003. Soleil, c'est celui de l'orage magnétique. On en parle dans quelques instants. Tout d'abord, petit rappel sur la cause première du phénomène. Regardez. À 150 millions de kilomètres de la Terre, la surface du Soleil projette d'énormes quantités de lumière et de chaleur dans l'espace.